Famille, j'ai des nouvelles à vous donner. Je sais que vous m'avez pas encore appelé, vous n'avez pas dit Rose quoi de neuf, mais aujourd'hui c'est moi qui vous apporte les neufs en question. Famille. Ok, attendez. Calme-toi, Rose. Calme-toi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon appétit à tous et à toutes. J'espère que vous demeurez bien. La semaine c'est bien déroulée. Quoi J'espère. Non, il faut commencer par les formalités parce qu'on va dire que non, Rose, tu es impolie, tu n'as pas. Non. Tout ça, laissez-le. Famille, j'espère que tout va bien. Commençons par la RDC. Cette semaine, la prison de Makala dans la commune de Selimbao au sud de Kinshasa a été attaquée dans la nuit du 16 au 17 mai. La prison, cette prison-là a été attaquée, je vous dis famille. Et selon le ministre de la Justice, il a dit que ce sont les partisans de Nemwanda Nsemi, qui est le leader de la secte des Bunduja Congo, qui serait à l'origine de cette attaque qui a permis de faire évader leur chef. Selon le ministre de la Justice, il dit que une dizaine d'autres détenus évadés. Ce n'est pas tout famille. On a demandé aux témoins que le ministre a dit qu'il y a eu une dizaine de gens qui ont fui aussi avec Nemwanda Nsemi. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez. Témoignage. Le témoin dit ceci. C'est vers 3h du matin que nous avons entendu siffler les balles et à un certain moment, les prisonniers ont commencé à sortir. Ils étaient vraiment nombreux. Je ne dirais même pas des centaines, mais plutôt plus de 1000 personnes. Les gens sortaient comme s'ils venaient d'un match de football en chantant. Alors là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et quand on a demandé à plusieurs témoins, ils ont dit qu'on ne parle pas de dizaines. Famille, attendez, ce n'est pas fini. Selon des documents obtenus auprès des agents pénitentiaires, on parle de 4191 détenus qui se sont évadés mercredi. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu que 1, 2, 3 se sont évadés. 2, 3, 4 se sont évadés. 6, 5... Non! 4000, si effectivement c'est vrai, mais on dit 4191. Et les témoins aussi ont parlé des milliers de personnes qui se sont évadées. Famille, où vous avez entendu ça dans l'histoire du monde entier? Où? Même Prison Break, la série de Prison Break, c'était quelques individus. Mais là, on parle des milliers. Pourquoi les gens n'aiment pas dire la vérité? Pourquoi les politiciens aiment toujours un peu camouflés, enveloppés? C'est une tonton ministre, vraiment. Tu dis aux gens pardon. Devant les gens, vraiment, tu as le courage de parler de dizaines alors qu'il y a eu des... C'est pour vous dire que, politique, les politiciens n'aiment pas dire les choses comme telles. Quand la chose est là, dites ça comme ça y est. C'est comme le président des Scènes. Récemment, quand on l'a interviewé par France 24, il a dit qu'il n'y a pas de crise au Congo. Bon, il faut d'abord dire que il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Alors moi j'ai dit, Rose, tu dois aller chez les internautes de la RDC. On va demander, comme ils sont du pays, qu'est-ce que vous avez à dire? Jules Mbongo dit, c'est quand même le 17 mai, anniversaire de la libération. Nemwanda Nsemi devrait se libérer, non? 17 mai, si vous vous souvenez bien, 17 mai 1997, c'est le jour où tonton Kabila, pas le fils, mais le père, Laurent Désiré, moi je ne veux pas aller là-bas. Le jour où Laurent Désiré Kabila est venu détrôner Mobutu. Et on célèbre ce jour-là comme le jour de la libération. Et donc, Jules Bongo est en train de dire que ce n'est pas une coïncidence que Nemwanda Nsemi aussi est libéré le 17 mai. C'est ça. Mais c'est le jour de la libération. Et comment? Il fallait aussi libérer quelqu'un. Alors Junior Ab dit ceci.
C'est un jeu de la MP. Ils veulent créer une rébellion au Bas-Congo pour empêcher les élections. Alors, si Nemwanda Tsemi est vraiment sage, il n'a qu'à fuir loin et dénoncer ce coup monté contre l'organisation des élections en RDC. Ah, politique. Serge Dieu-le-Feu Louvounou dit ceci. Une mascarade montée de toutes pièces par le régime. Ils veulent justifier le déploiement militaire intensif que va devoir connaître le Congo central suite à la menace du pays d'Eduardo dos Santos. Politique, c'est pas fini. 2 jours après cet incident-là, on apprend encore que non, au moins 60 prisonniers se sont échappés de la prison de Kasangulu à 20 km de Kinshasa. Famille, 2 jours après, même semaine, il y a encore d'autres personnes, d'autres prisonniers qui se sont évadés dans une autre prison. Hey! Et Kasangulu, on peut demander, ok, qu'est-ce qu'il y a d'important à Kasangulu? Kasangulu, c'est le fief de la secte Bantu Djakongo, qui est la secte de Nemwanda Tsemi. Famille, quand je vous dis que j'ai des nouvelles à vous annoncer, j'ai des nouvelles. Cette fois-ci, nous sommes au Sénégal. Un bébé d'1 an et demi a été violé à Thiès. Thiès, c'est la 2e ville du Sénégal. Un bébé d'1 an et demi a été violé. Hey! Selon le maire de la ville, le bébé a été opéré avec succès à l'hôpital régional. Les médecins ont procédé à une chirurgie réparatrice de ses organes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que l'enfant a été enlevé tôt le matin dans le domicile de ses parents, puis violé, et après elle a été jetée dans un chantier en construction. Avant, on disait que Rose, vous les femmes là, vous tentez les hommes avec vos habits sexy là. Moi, Rose, j'ai commencé à m'habiller en pantalon, les longs pantalons, j'ai commencé à porter longue robe, longue jupe, tout ça là parce que j'ai dit que ok, d'accord, je ne veux pas tenter mon frère, je ne veux pas tenter mon prochain. Maintenant là, quand on commence à violer les enfants de 1 an comme ça, maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Que les enfants là aussi vraiment étaient là en train de porter des minis, des robes sexy, tout ça là. Hey. On a retrouvé le monsieur? Avant même d'aller au monsieur même, moi c'est seulement, c'est-à-dire le choc, le traumatisme, tuer un parent d'enfant et quelque chose comme ça. Et j'ai même appris que au Nigeria, c'était au début du mois, au Nigeria, au début de mai, il y a un enfant, un bébé même de 9 mois qui avait aussi été violé dans le nord du Nigeria. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui seulement, seulement un cas isolé. Non. Ce sont des réalités, des choses qui sont en train de se répéter au Nigeria, au Sénégal. Nous allons voir un reportage. Sar, manager de la fédération Kadior Djanken, point focal société civile, dans le comité départemental de protection de l'enfant de Thiès. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à l'hôpital régional de Thiès pour suivre le cas de cet enfant qui a été victime d'abus. Et nous représentons également le préfet du département, M. Samb, qui est absent, qui est à Dakar. Voilà, donc nous sommes là pour porter assistance à cet enfant, comme le veut notre culture, mais également ça fait partie des missions du comité départemental de protection de l'enfant. Aujourd'hui, plus que jamais, la protection de l'enfant est une exigence. Je crois que tout le Sénégal s'est réveillé meurtri parce que les images sont passées, l'information est passée sur ce cas d'abus qui s'est exercé sur un enfant de moins d'1 an. Et je crois que cette absurdité mérite la mobilisation de tous les acteurs.
Les enfants souffrent en silence, c'est une réalité. Les enfants sont victimes d'atrocités, c'est une réalité également. Mais il faudrait que l'organisation se fasse autour de cette protection. Nous sommes là pour suivre ce cas. Heureusement, les premiers soins ont été pris et de manière très professionnelle par l'équipe médicale de l'hôpital régional. Et le comité de protection également est venu pour rencontrer les médecins, voir l'enfant, voir sa famille, ses parents. Et cet enfant qui est vraiment dans le désarroi, mais également il faut porter assistance à ses parents qui sont également sous le choc. Vous imaginez toute la détresse de cette maman-là. Mais le comité de protection, le comité départemental pour la protection de l'enfant à Thiès est habitué à voir ce genre de cas. C'est pour cela que nous tirons encore sur la sonnette d'alarme. Il faut que la mobilisation se renforce autour de ce comité. Il faudrait que la répression s'exerce sur ces messieurs qui font ce genre d'atrocités. Pas plus d'1 an, nous étions encore ici sur le cas de ce talibé qui a été massacré dans son dara. Et vous voyez également, si un individu peut s'attaquer à un enfant de cet âge-là, imaginez ces enfants qui sont dans la rue, ces talibés qui sont dans la rue. Ce n'est pas pour rien que les gens s'en offusquent. Mais imaginez qu'un adulte puisse exercer des violences, des abus sexuels sur une fillette. Et si cet énergumène rencontre également des enfants qui dorment dans la rue, mais on ne peut qu'accepter que ces enfants-là sont victimes et que ces enfants-là sont menacés. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la protection de ces enfants devient une réalité. Donc nous sommes là pour accompagner ce cas et mettre en branle tout le dispositif, au nom du préfet, tout le dispositif médical, social, psychosocial, judiciaire. En tout cas, le comité de protection de Thiès fera son travail dans le cadre de cette enquête et également sera à côté des parents. Mais encore une fois et pour terminer, nous invitons tous les acteurs à s'associer à ce combat-là pour éradiquer ces violences que les gens exercent sur les enfants et qui est inacceptable. Le 19 mai, Séné News, qui est un journal sénégalais, Séné News a annoncé que le présumé auteur a été arrêté. On dit que c'est un déficient mental. Ah, voilà. Voilà. Il manque un peu que ça. C'est ça. Donc, il a été arrêté non loin du lieu où il a commis l'acte ignoble. Et en ce moment-ci, il est en tôle. Alors, j'ai trop chauffé vos cœurs, famille. J'ai trop chauffé vos cœurs. Parlons de quelque chose de plus relax, de plus détendu. Bonne nouvelle, l'Afrique du Sud va supprimer le visa pour tous les Africains. Hey! Et l'information a été rendue publique cette semaine-ci par la presse locale. Donc, pour tous ceux qui cherchaient à voir le pays de Nelson Mandela, bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Mais, cette bonne nouvelle n'est pas pour les individus comme nous autres, Rose, Muntu Pamba, quoi, tu ne fais rien dans la vie. L'exemption de visa devrait surtout concerner les voyageurs confirmés, tels que les diplomates, les officiers, les chercheurs, les hommes d'affaires et les étudiants. Quand même, vous ne pensez pas qu'un bon pays comme l'Afrique du Sud va seulement ouvrir ses portes comme ça à n'importe quelle personne à venir rentrer? Non. L'Afrique du Sud a quand même réfléchi. Il a dit que c'est vrai, je vais ouvrir mes portes, mais à condition. L'idée, c'est d'accueillir un maximum de migrants qualifiés, originaires de toute l'Afrique. On va pas les tuer. Ah, ça c'est vrai. Mais je me disais même, ça sert à quoi d'aller en Afrique du Sud, hein? C'est pas les mêmes Africains là, du Sud là, qui sont en train de bombarder les magasins des gens qui veulent investir dans leur pays. Mais bon, comme je disais, l'idée c'est d'accueillir un maximum de migrants qualifiés originaires de toute l'Afrique afin de combler l'important déficit en main-d'œuvre auquel le pays est confronté. On se demande bien pourquoi. Alors cette semaine aussi, le président Uhuru Kenyatta du Kenya a aussi annulé le visa pour les Béninois. Il a dit que Béninois et Béninoises, vous pouvez venir chez nous
comme vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez. Et cet acte, c'est en fait pour réciproquer l'acte généreux du président béninois Talon qui en février avait déjà annulé le visa pour les Kenyans qui souhaiteraient aller Il y a combien de Kenyans qui vont même au Bénin? Moi, je vous informe seulement. Peut-être il y a un Kenyan ou il y a une Kenyane qui est intéressée à aller au Bénin. Hein? Ça fait longtemps qu'il a appliqué pour le visa, il n'arrivait pas. Peut-être c'est une bonne nouvelle. On n'a pas fini, famille. Regardez la photo qui est derrière. Regardez la photo qui est derrière. Tchai! Les autorités marocaines ont accusé ce jeudi un représentant algérien, tonton Soufiane Mimouni, d'avoir agressé physiquement l'adjoint de l'ambassadeur du Maroc, tonton Mohamed Ali Kamlichi, à l'île Sainte-Lucie. Vous voyez comment... Macambo. Donc, comment qu'est-ce qui s'est passé quoi? Vous voyez, hein, entre diplomates, je pensais qu'il devait avoir moins tenu. Non, nous, ceux qui sont dans la rue s'agressent et les diplomates aussi en menant ce comportement-là. Alors cet incident s'est déroulé lors d'une réunion du comité onusien sur la décolonisation à l'île Sainte-Lucie aux Caraïbes. Et les circonstances de l'incident ne sont pas du tout claires. Mais, cependant, néanmoins, beaucoup se disent que cette agression-là est la conséquence de la nervosité de la diplomatie algérienne suite aux évolutions récentes du dossier du Sahara occidental. Vous-même, vous connaissez comment le Sahara occidental, là, ça crée des problèmes là-bas entre Maroc, Algérie, là, tout ça, là. Un endroit même désert qui n'a même rien de nutritif, mais les gens se battent pour ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? Donc les gens se disent que sûrement c'était peut-être ça la cause, quoi. Qui a fait que bimisa gauche, bimisa droite et ça système ya kung fu. Le chef de la diplomatie marocaine a qualifié cette agression de grave incident. Il a dit ceci. Au cours de la réunion, Soufiane Mimouni, directeur général du MAE algérien, a agressé physiquement l'adjoint de notre ambassadeur à Sainte-Lucie. Notre diplomate a dû partir à l'hôpital. Oh, la réunion a été interrompue. Yeah. Une plainte a été déposée. Mais le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères, tonton Abdelaziz Ben Ali Cherif, a déclaré que la diplomatie algérienne est désormais habituée à ces viles méthodes de propagande amplifiées par les médias marocains et pro-marocains. Selon la diplomatie algérienne, ils disent que non, ça c'est un coup monté. Ça, ce n'est pas vrai. Bungungu. Nous, on a les mains propres. Nous sommes blonds comme neige. On ne sait pas de quoi vous parlez. Mais pourtant, les photos sont là-haut. Famille, vous-même regardez les photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous ne vous souvenez pas. Je vous avais dit que le Rwanda va accueillir le premier drone port au monde. Alors, il y a pour les avions, on appelle ça aéroport. Pour les drones, on appelle ça drone port. Le Rwanda fait la fierté. Moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, laisse-moi s'il te plaît aller au Rwanda, que j'aille voir de mes propres yeux le Mutaka. Là, je dois aller voir vraiment les effets, les prodiges du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda est en train de faire? Le Rwanda est en train de faire la fierté du continent. Alors, comme j'ai dit, le Rwanda a accueilli le premier drone port au monde. Et qu'est-ce que ces drone ports sont en train de faire en ce moment-ci? Ils sont en train de ravitailler les centres médicaux. Pour les centres médicaux qui sont un peu reculés, où il n'y a pas accès, on a besoin de seringues, on a besoin ici, là, de son, tout ça là, drone va faire l'affaire. Au lieu d'être là, il faut qu'on prenne une moto, qu'on prenne le bus là pour... 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps seulement qu'il faut au drone pour ravitailler. Bon, c'est vrai que ça dépend de la distance, mais en ce moment-ci, il y a un centre de santé de Kwagali, au sud de la capitale Kigali.
le drone va là-bas pour déposer des besoins médicaux. Ah, vous avez besoin de sang? Ok, on met ça dans le drone va déposer. Vous avez besoin ici, là, dans le drone, allez-y, déposez. Ah, on a besoin de ceci, là, déposer. On a besoin de cela, déposer. C'est ce qui se passe en ce moment-ci au Rwanda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sévier? Abat les jaloux, abat les jaloux. Il faut qu'on commence vraiment à glorifier le Seigneur parce qu'il y a un pays qui est en train vraiment de relever. Oh, laissez tomber. Le Rwanda a effacé, a tourné la page du génocide. Même aujourd'hui, si vous demandez aux gens du monde entier où se trouvait le génocide, j'en veux dire génocide. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être on va parler de Sierra Leone, hein? Les pays comme ça là. Mais Rwanda a effacé, il a effacé l'histoire de génocide. Le Rwanda est en train de changer son visage. Pour ne pas dire que le Rwanda a changé son visage. Le gouvernement rwandais espère que le développement des drones aura également un impact sur l'économie du pays. Alors moi vraiment, je salue vraiment cette politique permissive du pays. À 40 km au sud-ouest de Kigali, le centre de santé de Kapgayi. Dans les airs, un drôle d'engin, un drone, un avion électrique télécommandé. Il ne passe pas là par hasard. Il effectue une livraison. Lorsqu'il passe au-dessus de l'hôpital, il largue le paquet grâce à un parachute. Une méthode unique au monde. Alice Ouamalia est en charge de l'approvisionnement en sang de tout l'hôpital. C'est elle qui a passé la commande. De retour au bureau, elle découvre la précieuse marchandise et vérifie en détail l'état de son colis. On nous a envoyé des unités de sang. On a une unité de A résiste positif et une unité de O résiste positif. Je vérifie, la poche est bien fermée, donc pas de problème. Cet hôpital compte une maternité et un département de chirurgie. Des services qui ont des besoins très importants en sang pour les transfusions. Alors, Alice a un poste clé. Chaque jour, on a le nombre de soins qu'on doit avoir dans notre stock. 5 O sachets résiste positif, 1 sachet AB positif, 3 B positif, 3 A positif. Faire venir des poches de sang par la route via des coursiers classiques prend beaucoup de temps. Dans cet hôpital rural, la livraison par drone a métamorphosé le quotidien d'Alice. Avant, on faisait la réquisition à Kigali. Donc, on envoyait un technicien à Kigali aller chercher du sang. D'ici à Kigali, c'est 1 heure. Donc, c'est 2 heures arrêt-retour. Un technicien, quand il arrive, peut trouver même d'autres demandes venant dans tout le pays. Il était obligé d'attendre. Ça prenait entre 3h30 et 4h30. Désormais, il ne faut plus que 20 minutes, un temps record qui sauve des vies. Derrière cette innovation, une société américaine qui a établi sa base de lancement de drones il y a 6 mois. Voici le premier drone port du monde. Lors du lancement officiel, la base attire les médias du monde entier. Le drone est en fait un avion de 12 kg. Il est alimenté grâce à des batteries et piloté par des ordinateurs. Donc on n'a pas d'intervention humaine. Ce n'est pas une personne qui pilote le drone. Keller Rinodo est le chef des lieux. Il a conçu le site pour pouvoir conserver les poches de sang dans les meilleures conditions. Nous sommes maintenant dans le centre de distribution. Nous avons 2 réfrigérateurs et des congélateurs. C'est ce qui nous permet de conserver plus de 300 unités de sang sur le site, prêtes à être utilisées. Derrière ce projet à 8 milliards de francs CFA, une multinationale du transport de colis, UPS. UPS a investi 800 000 $ pour amener cette technologie et la développer à plus grande échelle. Mais les plus gros financeurs sont de généreux mécènes. Une filiale de Google, le fondateur de Yahoo, ou encore le fondateur de Microsoft ont investi 7 milliards de francs CFA. Il faut dire que le transport par drone, c'est la mode depuis quelques années. Google, DHL, Amazon, les géants américains et allemands se font la guerre pour être le premier sur le créneau. Problème, pour l'instant, la réglementation aérienne dans ces pays rend le lancement commercial impossible. Au Rwanda, une start-up leur a coupé l'herbe sous les pieds. Car l'État a choisi au contraire d'inciter le développement des drones. À Kigali, pour le ministre des Nouvelles Technologies,
Le drone port, c'est avant tout une opportunité économique. Chaque industrie apporte son propre écosystème. Il ne s'agit pas seulement de transporter un paquet d'un point A à un point B. Cela a beaucoup d'impact sur l'économie alentour, sur toute la logistique du pays. Nous nous projetons dans le futur et nous sommes persuadés que chaque partie de cet écosystème va se développer. Retour au drone port. Abdul Salam est le premier pilote de drone rwandais. À 28 ans, il a été recruté à la sortie de son école d'ingénieur parmi des centaines de postulants. L'avion peut voler jusqu'à 140 km, c'est-à-dire 70 km d'aller et puis 70 km de retour. Engager des employés locaux, c'est une des promesses de l'entreprise. D'ici 1 an, tous les salariés du site seront rwandais. Pour Abdul Salam, à chaque lancement de drone, il faut programmer les avions grâce à cette simple tablette. Dans le conteneur, on a un serveur qui contient toutes les informations. Donc ce qu'on fait, c'est télécharger la mission, la carte de ce qu'il va faire et là où il va faire tomber la marchandise. Une fois programmé, l'engin est placé sur une rampe de lancement et Abdul n'a plus qu'à le lancer. Le système est conçu pour le faire donc accélérer jusqu'à la vitesse minimale pour qu'il puisse voler. D'ici à la fin de l'année, la société californienne devrait installer une deuxième base dans le pays pour fournir 100% des hôpitaux rwandais. Aujourd'hui, elle ne transporte que du sang, mais elle envisage de livrer également des vaccins dans les mois à venir. Alors, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de la semaine. Prenez soin de vous, mangez bien, reposez-vous bien. Ciao, ciao.